Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour Stanislas. Bonjour Pierre. Stanislas, ancien chef d'entreprise, vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Vous êtes un invité bien connu de la chaîne de TV Liberté. Vous êtes déjà venu nous présenter plusieurs de vos ouvrages, notamment La France retrouvée, L'homme et la cité en 4 tomes. Et vous venez aujourd'hui nous présenter l'ouvrage d'un journaliste et ingénieur informaticien sud-africain, Paul Furber, Q, la plus grande opération de réinformation de l'histoire que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique de TV Liberté. Stanislas Berton, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'historique et les objectifs de cette opération Q, destinée opération aux patriotes américains ? Oui, absolument. Alors déjà, pour bien comprendre, là on parle d'une opération qui se passe en 2017. Donc on est dans le premier mandat de Donald Trump. Et donc on a un forum internet qui s'appelle 4chan, qui est peu connu en France et même dans le monde anglo-saxon, qui est connu des initiés, on va dire, c'est le Far West d'Internet, c'est-à-dire qu'on trouve le pire et le meilleur, il y a une absence de politiquement correct totale, et en fait c'est un espace de liberté qui est utilisé, alors à la fois pour des choses, on va dire que la morale réprouve, mais aussi par certaines personnes pour faire passer des messages qui sont noyés dans ce chaos. Au début du livre, d'ailleurs, avant que Q rentre en scène, il y a d'autres sources, FBI Anon par exemple, qui prétend être un membre du FBI, qui va donner des informations sur les coulisses de la campagne présidentielle qui oppose Donald Trump à Hillary Clinton. Donc ça, c'est en 2016. Et en 2017, il y a une source qui apparaît sur ce forum. Donc ça, c'est habituel, ça arrive régulièrement. Mais ce qui est très spécifique, c'est que sa source qui va être se surnommer elle-même Q, va donner des informations à ces internautes qui s'appellent les Anon, donc de l'anglais anonyme. Donc nous avons, pour bien comprendre, on a la source Q d'un côté et les Anon qui vont interpréter, analyser, même critiquer aussi parfois les messages de cette source. Et petite précision pour nos téléspectateurs, c'est que en fait, les médias de masse vont bien plus tard, en 2018-2020, parler du phénomène QAnon. Mais en fait, le phénomène QAnon n'existe pas. Le mot est une création des médias de masse. Il n'y a jamais eu, personne n'a dit « je suis QAnon, je suis le mouvement QAnon ». Il y a la source Q et les Anon, donc les internautes anonymes. Alors, cette opération Q, Paul Furber, l'auteur sud-africain, l'explique comme étant une guerre contre un plan conçu depuis des décennies par des personnes très puissantes dont le but étant la conquête de l'Occident. Oui, absolument. C'est ce que j'ai décrit. Un plan conçu par des autorités très puissantes. Quel est l'objectif de ce plan? Qui seraient ces personnes? Alors, ces personnes, on en a parlé déjà quand vous m'avez invité pour parler de mes essais, c'est ce qu'on appelle le mondialisme. Ce sont des grandes dynasties. Alors, il y a des noms très connus, Rothschild, Soros, Rockefeller, Rockefeller, on les retrouve derrière l'agenda climatique, derrière la libération sexuelle. Soros, c'est Antifa, Black Lives Matter, islamisation, migrants. D'ailleurs, Q en parle, de Soros et des Antifa et des migrants. Et en fait, ce sont des gens qui veulent en effet détruire l'Occident, le détruire politiquement, le détruire culturellement, le détruire même démographiquement. Détruire les nations qui la composent. Les nations, mais les peuples. Les peuples, puisqu'on est dans par exemple, la promotion du LGBT, la promotion du transgenre, ce sont aussi ces personnes-là, et qui cherchent à détruire l'Occident. Et en fait, ce que fait Q fait 2 choses. Déjà, il réinforme les gens, il explique aux gens qui sont ces personnes, parce que là, on est en 2017. Je rappelle c'est il y a 8 ans, il y a déjà de l'eau qui a coulé sur les ponts. Aujourd'hui, les gens savent plus de choses qu'ils ne le savaient il y a 7 ans. Et donc on est déjà dans une autre période. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que Q dit, en fait, il y a des gens qui résistent. Il dit aux patriotes américains, il y a des gens qui se battent, qui sont au courant de ce projet de destruction de l'Occident et qui ont décidé de riposter. Et donc, pour vous donner espoir, et puis pour éviter aussi la guerre civile, parce que c'est important de le souligner, en 2017, la situation aux États-Unis est quand même assez grave. Déjà aujourd'hui, c'est très polarisé, on l'a vu avec Charlie Kirk et tout ce qui se passe autour des mesures de Donald Trump. Il y a un vrai risque de guerre civile aux États-Unis et beaucoup de patriotes américains se disent mais on va prendre les armes et on va aller chasser ces démocrates, ces mondialistes fous qui veulent nous détruire. Et donc Q dit attention, ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a des opérations qui sont en cours et on a besoin de vous sur le terrain. Ce n'est pas soyez passifs, parce
parce que ça c'est une critique qu'on entend parfois. Ce n'est pas soyez passifs, mais n'ayez pas recours à la violence. Il y a des opérations militaires qui sont en cours. Et Q dit, ces opérations sont 20% publiques, 80% secrètes. Donc vous aurez quand même des preuves que des choses se passent, mais on va dire, vous verrez la partie émergée de l'iceberg. Alors, dans son ouvrage, Paul Furber explique qu'avant l'arrivée de cette source Q sur ce site 4chan, des scandales vont commencer à éclabousser la scène internationale, avec notamment la publication par le site Wikileaks de Julian Assange d'emails envoyés par Hillary Clinton. Alors ces informations, elles sont mises sur le site 4chan par une source qui s'appelle FBI Anon, et il explique que ce scandale était suffisamment grave pour déclencher une guerre contre les États-Unis. Alors ces emails, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'ils contenaient ? Non, on ne le sait pas parce que c'était des emails classés secret défense. Tout ce qu'on sait, c'est raconté dans le livre, c'est que c'était ce qu'on appelle des programmes SAP, c'est-à-dire Special Access Program, et c'est des informations déjà que aucun particulier ne devrait avoir sur un serveur, parce que c'est des informations comme par exemple l'identité des agents infiltrés ou des écoutes, des négociations secrètes, etc. Donc c'est vraiment un potentiel explosif. Et en fait, c'est là où ça m'a intéressé, parce que ce que disent ces sources Internet se trouvent corroborées par une autre source qui est Wikileaks. Et en fait, la personne dont vous parlez, celui qui précède un peu Q d'une certaine manière, cette source FBI Anon, dit « Moi, je travaille au FBI ». Je suis pieds et poings liés parce que j'ai ma hiérarchie qui bloque, mais moi je peux vous faire passer certaines infos. Et comme personne ne peut m'identifier et que je suis noyé au milieu de ce forum, personne ne pensera à m'incriminer. C'est ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire que je suis protégé. On ne pourra jamais prouver que c'est moi qui vous ai donné ces informations. Donc ce que dit Wikileaks, c'est sérieux et je vous donne des informations complémentaires. Et ça, c'est raconté dans les premiers chapitres du livre. Alors ce FBI Anon ne saura pas expliquer ce que contenaient ces emails. Il parle notamment néanmoins de la fondation Clinton, une fondation qui serait liée à du trafic d'armes, de drogue et d'enfants. Oui, absolument. Et ça, aujourd'hui, on voit que des informations à ce sujet sont en train de sortir. Donald Trump a parlé de la fondation Clinton. Les Clinton sont dans le collimateur à l'heure actuelle. On parle même de trahison. On parle de trahison aussi pour Obama. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées par Q dès 2017, par cette source Q, qui sont en train de se concrétiser aujourd'hui. Il y a tout ce que Q dit sur la trahison d'Obama, la trahison des Clinton, les réseaux parallèles, en effet, de trafic de drogue, de trafic d'enfants. Et il y a aussi les antifas. Il y a un message de Q, un des premiers, qui dit « Que se passe-t-il quand les antifas s'engagent dans des opérations de terrorisme intérieur ?» Et là, donc ça c'est en 2017, là on est en 2025, Donald Trump vient de désigner officiellement les antifas comme une organisation terroriste intérieure. On sait par ailleurs que Bill et Hillary Clinton, son époux, se sont rendus sur l'île de Jeffrey Epstein à plusieurs reprises. Alors la source Q émerge donc à partir d'octobre 2017 sur le site 4chan, et elle commence à publier des informations, alors pas de manière du tout habituelle, mais plutôt en forme de questions, ou alors en expliquant le rôle caché de plusieurs personnalités connues mondialement, George Soros, les Clinton, Barack Obama, tous, dit-il, contrôlés par 3 familles. Est-ce qu'on sait d'où sortent ces informations et qui seraient ces 3 familles ? Oui, alors ça déjà on le sait, moi je l'ai découvert par mes propres recherches, et Q le dit explicitement, il dit il y a un triangle, ce qu'il appelle le triangle du pouvoir mondialiste, il y a la famille des Saouds, donc la dynastie saoudienne d'Arabie Saoudite, il y a les Rothschild et il y a Soros, et il donne le montant de leur fortune, les réseaux qu'ils contrôlent, et ce qu'explique Q, c'est qu'en novembre 2017, il y a une purge en Arabie Saoudite, en novembre 2017, où une centaine de membres de la famille royale saoudienne, des gens très riches, très fortunés, il y a 500 milliards de dollars qui sont saisis sur les comptes bancaires, et en fait Q dit, ça c'est pas juste une purge interne anticorruption présentée comme telle dans les médias, c'est la première phase du triangle du pouvoir mondialiste qui tombe. Et il dit pourquoi c'est important ? Parce qu'à travers l'Arabie Saoudite, c'est une grande partie du contrôle financier sur la vie politique américaine. Et ce qu'il donne comme exemple, c'est que quelqu'un comme Barack Obama est financé depuis ses études, alors qu'il était un parfait inconnu, par Al-Walid Ben Talal, qui était l'homme fort d'Arabie Saoudite, un homme très riche,
qui était actionnaire de Twitter, de Facebook, de Citigroup, de chaînes d'hôtels. Enfin, un prince de la famille Saoud. Un prince de la famille Saoud, ouais. Qui était reçu partout, qui avait dans les médias, dans l'industrie, dans l'hôtellerie, et qui, ça c'est quand même incroyable quand on y réfléchit, finance les études de droit à Harvard, donc c'est à l'époque c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, d'un illustre inconnu à l'époque qui est Barack Obama. Ouais. Et donc donc en travaillant, en faisant mes recherches dans mes propres livres et pour ce livre-là, j'ai enquêté là-dessus, est-ce que Q affabule? Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que les liens existants entre Ben Talal et Obama, et à ma connaissance, c'est la première fois en 2017 que cette connexion est établie de manière publique, en tout cas. Oui, Q a donc annoncé l'existence de cette purge avant qu'elle ne se produise, purge organisée par Mohammed Ben Salman, oui. dont on connaît les liens avec la Chine et la Russie aujourd'hui. Exactement. Alors, cette source Q reste totalement anonyme. On voit dans ses publications qu'elle fait notamment référence à des textes chrétiens issus de la Bible. Qu'est-ce que l'on sait d'autre sur ce personnage ? Certains pourraient dire qu'il s'agit d'un gourou des complotistes. Certains pourraient dire aussi qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. J'ai lu les questions qu'il pose sur le site 4chan avec une espèce de répétition. Ça pourrait faire penser à une intelligence artificielle. Alors, il y a eu cette théorie, je ne le crois pas. L'idée que ça soit un gourou est complètement battue en brèche. Ça, c'est ce que disent les fact-checkers que vous connaissez bien à TV Liberté. C'est pas du tout un gourou parce qu'au contraire, Q dit toujours aux gens faites travailler votre esprit critique. Moi, je mets des éléments, des faits sous les projecteurs. Je vous dis, allez regarder par là, et ensuite faites vos recherches. Donc Q n'est pas du tout quelqu'un qui prêche. C'est quelqu'un qui dit, interrogez-vous, faites vos recherches, reliez les points, creusez par vous-même. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, qui est Q? Quelle est l'identité de la source Q? On ne le sait pas. Par contre, on a quand même des indices. C'est que Q fait souvent référence à la NSA, donc la National Security Agency, et laisse sous-entendre qu'il y a un conflit entre la NSA et la CIA, et laissant entendre que la NSA est plutôt du côté des patriotes, des nationalistes, et la CIA du côté des mondialistes. Donc il y a une espèce de guéguerre interne entre les services de renseignement américains. Et il dit dans un message très connu, enfin en tout cas parmi les gens qui ont étudié le sujet, seulement 10 personnes ont la vue d'ensemble, la big picture. Parmi ces 10 personnes, il y en a seulement 3 qui sont des civils. Donc on peut imaginer peut-être qu'un des civils, c'est Donald Trump. Oui, c'est la théorie que vous émettez dans la postface de votre ouvrage, que ces civils pourraient être, par exemple, le couple présidentiel américain. Le couple présidentiel, mais après, on n'a pas d'autres d'informations. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce sujet, mais en tout cas, la conviction que je me suis forgée en étudiant toute la somme qui existe sur le sujet, c'est que Q n'est pas un civil, c'est forcément un service d'État avec des moyens militaires, et ce n'est pas un plaisantin qui, dans le sous-sol de ses parents, s'amuse à mystifier la planète entière. Ça me semble impossible. Cette référence au christianisme qui est en permanence dans les sorties, dans les informations de Q, qu'est-ce que cela vous évoque ? Ce qui m'évoque, c'est quelqu'un qui a conscience du combat spirituel, que ce n'est pas seulement un combat politique, même géopolitique mondial. Il y a une dimension spirituelle. Q, en effet, vous avez raison de le rappeler, dit en américain que Dieu vous bénisse, God bless, cite la Bible, il y a un psaume. Avant la purge qui commence en Arabie Saoudite, il poste le psaume 22 qui dit voilà, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il répond, il y a quelqu'un à un moment qui cite la prière à l'archange Saint-Michel de Léon XIII, il lui répond Amen mon frère. Donc en tout cas, il n'y a pas une hostilité envers le catholicisme, et il y a une référence au christianisme, et ce qui est, je dirais, qui peut surprendre peut-être en France, mais qui est le normal aux États-Unis. C'est-à-dire les Américains ont un rapport beaucoup plus décomplexé à la religion, ils jurent sur la Bible, et dire que Dieu te bénisse, priez pour nous. Vous voyez, par exemple, quand il y a des tragédies aux États-Unis, des tornades, etc., le président dit « j'envoie mes prières », etc. Donc c'est quand même ancré dans une approche très religieuse, très américaine. Alors justement, à propos de religion, la source Q va faire des révélations absolument extraordinaires à propos des élites, de la religion des élites qui dirigent le monde. Alors accrochez-vous. Ces élites, écrit-il, celles-ci seraient des adorateurs de Satan qui sacrifieraient des enfants à une divinité appelée Moloch. Il explique également que Trump ainsi que la Russie et la Chine leur livreraient une guerre silencieuse. Alors,
Est-ce qu'on nage en plein délire à propos de sacrifices d'enfants faits à une divinité Moloch ? Alors ça, c'est ce qu'on peut croire au départ quand on entend ça à brûle-pourpoint. Et ça, là, on est en 2017. Entre-temps, on a eu quand même des choses qui se sont produites. On a eu, par exemple, le documentaire de Pierre Barnerias, Les Survivantes, qui raconte c'est des femmes qui ont vécu ces abus rituels quand elles étaient enfants. On a d'autres témoignages. Je l'avais cité dans un de mes livres, Vladimir Poutine, vous faites référence il y a quelques instants, qui dit, je crois que c'est en 2023 à Valdaï, les élites occidentales pratiquent une religion inversée du satanisme pur et simple. Donc on a toutes ces références, et Moloch, c'est un ancien dieu. Déjà dans la Bible, le peuple hébreu se bat contre les adorateurs de Moloch, les habitants du pays de Canaan qui sacrifient leurs enfants et leurs filles à Moloch. Donc il y a une espèce de filiation, et vous connaissez aussi bien sûr les travaux de Pierre Hillard sur le franquisme, avec cette religion cachée de rédemption par le péché. Donc il y a une cohérence. Oui, le faux prophète juif Jacob Frank. Jacob Frank, exactement. Et qui a infiltré toutes les élites occidentale à peu près au XVIIIe siècle. Donc vous voyez la royauté, les royautés occidentales. Donc il y a tous ces éléments-là que j'ai vérifiés par mon propre travail, par des lectures. Et c'est vrai que quand on dit ça au premier abord, et d'ailleurs c'est utilisé par les détracteurs de Q, les fact-checkers, etc. Mais il faut aller creuser ça. Et en effet, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des éléments très probants. Alors, parmi les quartiers généraux de cette secte, Paul Furber cite 3 villes, Washington, Londres et le Vatican. Alors, qu'est-ce qui se passe au Vatican? On nous parle d'une salle d'audience du pape. Moi, j'ai été regarder à quoi ressemble cette salle d'audience, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit dans cette salle d'audience? C'est une salle qui, quand vous la regardez, on peut trouver les photos sur Google, ressemble à un serpent. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 60 à peu près. Et donc, je fais quand même une précision. Je précise pour les auditeurs qui diraient quelqu'un qui tape sur le Vatican. Je suis catholique, mais tout catholique que je suis lucide sur l'infiltration de l'Église. Et le Vatican, et je précise aussi une chose, c'est que le Vatican en tant que tel est créé en 1929 suite aux accords de Latran. Donc, par Mussolini. Par Mussolini, exactement. Enfin, en accord avec Mussolini. Ouais. Donc, et en effet, vous avez cité trois éléments. Il y a la City de Londres qui est le cœur du réacteur, c'est-à-dire le cœur bancaire financier avec notamment la Banque d'Angleterre qui est créée en 1694 et toute la place financière de la City. Et la City de Londres qui est un quartier au sein de Londres qui a un statut très particulier au sein même du Royaume-Uni. Juridiquement, oui. Juridiquement. Vous avez Washington DC qui a le même statut aux États-Unis et vous avez le Vatican qui est un micro-État. Et je rappelle pour les spectateurs qui découvriraient ça, il y a eu une succession de scandales, notamment dans les années 60-80, sur les finances du Vatican. La Banque Vaticane, qui aurait, on a les preuves, aurait été quand même gérée en partie par la mafia et par des loges maçonniques. Donc il faut, là aussi, je suis catholique, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ces réalités. Alors une autre information tout à fait stupéfiante que révèle Paul Furber dans son ouvrage, le fait que le président Obama ait aidé la Corée du Nord à se doter d'une arme nucléaire contre une somme d'argent considérable. À quoi aurait correspondu ce projet? À quoi cela servait? Alors ça, là, sur ce point en particulier, et vu le caractère sensible du sujet, nous n'avons que la parole de Q. Donc il faut prendre ça avec prudence. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que la Corée du Nord menaçait, on s'en souvient dans les années 2000, faisait un espèce de chantage nucléaire en disant j'ai des armes nucléaires, je peux frapper n'importe qui, je peux frapper le Japon, je peux frapper la Chine. Il y avait un peu cette stratégie un peu de chien fou. Et il y avait aussi, et Q y fait référence à un moment en disant il y a eu une montagne qui s'est effondrée en Corée du Nord, ça c'est vrai, et sous cette montagne il y avait des installations secrètes, des labos secrets où étaient fabriquées ces armes nucléaires, un peu comme ce qu'il y a en Iran et ce que Donald Trump a bombardé il y a quelque temps. Et donc Q dit ça a été neutralisé, et ce qui est intéressant c'est que Q dit ça, et quelques mois après, où il y a Donald Trump qui fait une grande tournée, souvenez-vous, diplomatique en Asie, et qui va en Corée du Nord, qui va rencontrer Kim Jong-un. Ils se serrent la main, ils font même une opération où ils passent de l'autre côté de la ligne qui séparait les deux Corées. Ça fait la une de tous les médias. Et en fait, il y a eu un changement. Alors, Q, selon la source Q, c'est parce qu'en amont, il y a des choses qui ont été neutralisées et la Corée du Nord, entre guillemets, serait rentrée dans le rang. Et la visite de Donald Trump aurait
on va dire, sceller ce revirement et le retour de la Corée du Nord, on va dire, dans une démarche plus raisonnable. Et on voit que d'ailleurs aujourd'hui, la Corée du Nord, par exemple, apporte une assistance technique à la Russie dans ce qui se passe en Ukraine. Donc on retrouve toujours ce que dit Q, cette alliance entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Est-ce que Q, la source Q, a avancé des preuves quant à l'existence de cette opération entre Nord-Coréens et Barack Obama ? Alors non, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments qu'elle apporte, c'est sur l'Iran en revanche, parce qu'on sait qu'elle parle aussi beaucoup de l'accord iranien, c'est-à-dire que Barack Obama a donné des sommes colossales, des milliards, dont une grosse partie en cash envoyée par des avions cargo à l'Iran. Donc, et ça, c'est tout à fait vérifiable. Et Donald Trump, d'ailleurs, a mis fin à cet accord lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc il y a ces éléments sur la Corée du Nord. Là, je ne me prononce pas parce qu'on n'a que la parole de Q. Alors ça fait un peu scénario, un peu à la James Bond, mais en tout cas, c'est de l'ordre du probable. En tout cas, il y a les éléments géopolitiques autour ne permettent pas d'écarter totalement cette possibilité. Oui, on sait que la réalité dépasse souvent la fiction. On évoquait tout à l'heure avec vous, Stanislas Berthon, ces trois grandes familles très puissantes financièrement, Rothschild, Soros et Saoud, qui auraient des liens, explique Paul Furber, avec les médias mainstream et même les médias numériques. Est-ce qu'on connaît l'ampleur de ce réseau des médias qui seraient sous contrôle de ces entités, de ces familles ? Oui, alors ça c'est un travail que j'ai fait dans mes propres ouvrages, dans la série d'essais, vous avez rappelé tout à l'heure L'homme et la cité, où je travaille sur le mondialisme et je cartographie ces réseaux mondialistes. C'est même beaucoup plus que ça, parce que c'est le pouvoir mondialiste, c'est bien sûr le contrôle des médias, qui est la branche propagande du système mondialiste, mais c'est aussi la santé, c'est Big Pharma, c'est le monde bancaire, les Rothschild, c'est le contrôle des banques centrales, c'est le monde de la finance, on a parlé de la City de Londres, c'est l'industrie, par exemple la dynastie des Rockefeller, c'est historiquement le chemin de fer aux États-Unis et le pétrole avec la Standard Oil. Enfin, je veux dire, c'est une véritable pieuvre qui a des parts dans les grandes entreprises, y compris dans... alors maintenant, c'est plus le cas avec Elon Musk, mais qui avait des parts dans Twitter, qui avait des parts dans Facebook, qui avait des parts dans les studios de cinéma. Donc c'est là où mon travail complète celui de Paul, c'est quand vous avez cette vision en fait de ce système tentaculaire. On peut appeler le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Qui ne ressemble pas à un gouvernement classique, c'est pour ça que c'est difficile de l'identifier, de le cerner. Exactement, et surtout c'est ce que j'expliquais dans même des entretiens qu'on a fait lors de la parution de mes livres, un gouvernement mondial qui cherche à cacher son pouvoir et son existence, qui a compris que vivons heureux, vivons cachés, le pouvoir caché c'est celui qu'on ne peut pas contester. Alors on a assisté... ces jours derniers à l'assassinat de cet influenceur américain, ce jeune influenceur Charlie Kirk. Paul Furber explique dans son ouvrage que cette source Q dit que les démocrates américains seraient à l'origine de certaines fusillades qui peuvent se produire aux États-Unis pour détourner l'opinion publique de certains sujets prioritaires. Est-ce qu'on peut connaître cette information pour détourner... c'est pour détourner l'information de quoi, en fait ? Alors, il y a deux choses quand on parle des fusillades aux États-Unis. C'est déjà la première chose, c'est pour saper le deuxième amendement qui donne la liberté de détention d'armes aux États-Unis. Les démocrates, c'est essentiellement les démocrates, veulent restreindre les droits des Américains à la possession d'armes. Donc à chaque fois qu'il y a eu une tuerie dans une école, il y a toujours un appel à rogner les droits des Américains là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en effet, c'est Q qui fait cette affirmation et c'est analysé ensuite par Paul Furber. À chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif dans l'actualité, aussi bien interne que externe, il y a souvent une tragédie, alors c'est souvent une tuerie de masse, mais ça peut être autre chose, qui vient détourner l'attention de cette tragédie. Je vais vous donner un exemple plus extrême. Tout le monde l'a oublié, mais le 10 septembre 2001, Donald Rumsfeld va au Pentagone et dit il manque, alors de tête, c'est 13 000 milliards de milliards dans la caisse. Une somme colossale. On ne sait pas où c'est parti.
Et puis, il dit ça, donc c'est et le lendemain, il y a le 11 septembre, et plus personne n'en a jamais parlé. Vous voyez, alors, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est un peu ce schéma-là. Et là, pour reprendre l'exemple de Charlie Kirk, Charlie Kirk, c'est des choses qui sont en train de sortir petit à petit, notamment quand Nassauens en a parlé récemment. Charlie Kirk était en train de basculer un peu dans son soutien à Israël, et était en train de critiquer les donateurs qui lui demandaient de soutenir cette cause, notamment ce qui se passe à Gaza. Et donc, certains disent c'est pour ça qu'il aurait été éliminé, parce qu'il était tellement influent, notamment auprès des jeunes, qu'il fallait vraiment faire taire cette voix. Voilà, c'est une théorie, et ça, c'est un exemple de l'exploitation de ce genre d'événement. Terminons avec ce que vous évoquez dans votre conclusion, Stanislas Berton, à savoir le fait que l'opération Q aurait permis d'éviter une guerre civile aux États-Unis. C'est en tout cas ce que vous pensez lorsque les partisans de Donald Trump sont allés au Capitole le jour de la passation de pouvoir à l'ancien président américain Biden. Oui, alors déjà aujourd'hui, on le sait, c'est que c'était cette histoire de l'insurrection trumpiste, c'est faux. Il y avait énormément d'agents infiltrés du FBI dans la foule. Hein. Le FBI l'a reconnu il y a 3-4 jours. Il y avait quasiment 347 ou 360 de tête, gens infiltrés au sein de la foule. J'ai fait une émission il y a quelques années où on a les bandes de vidéosurveillance qui montrent que les gardes ont ouvert volontairement les portes. Donc c'est une opération, ce qu'on appelle une opération sous faux drapeau. Mais le vrai risque de guerre civile n'était pas tant en janvier 2021, mais à l'été 2020, avec les mouvements Black Lives Matter, où il y a eu des émeutes très violentes aux États-Unis. Et là, la situation était explosive, parce que vous aviez d'un côté les émeutiers noirs, réseau Soros, Antifa, excités, qui voulaient se payer du blanc, pour parler vulgairement, et de l'autre côté des patriotes américains armés qui voulaient protéger leur quartier, protéger leur maison. Et là, pour peu que ça ait dérapé, qu'il y ait eu une fusillade ou quelque chose comme ça pouvait embraser le pays et donner une guerre civile. Et les mondialistes et les médias auraient exploité ça pour encore ajouter de l'huile sur le feu. Donc je pense que le moment le plus critique, c'était l'été 2020. Et Q a évité ça parce qu'il a déjà des choses qui ont été neutralisées en amont. Et surtout, il a dit aux patriotes américains, ne tombez pas dans le piège de cette violence, résistez, tenez ferme, mais ne rentrez pas dans une vraie guerre civile. Où en est, Stanislas Berton, ce risque aujourd'hui de guerre civile aux États-Unis? On sait que le président Trump hésite à avoir recours à l'état d'urgence, la loi sur l'état d'urgence. Oui, alors je pense qu'il est considérablement réduit. Mais il existe encore dans certaines parties, parce que vous savez, les États-Unis, c'est un territoire très vaste. Il y a des États très républicains, très conservateurs, comme par exemple le Texas et la Floride, et des États, au contraire, très démocrates, très progressistes, on dira en France, ou très à gauche, comme par exemple l'Oregon. Et là, la discussion, c'était Portland en Oregon. Portland, c'est le bastion américain des Antifa. C'est la ville où il y a le lobby LGBT, où il y a le plus d'antifa, etc. Donc là, je pense que Donald Trump procède par étapes, c'est-à-dire qu'il a fait le plus dur, le plus pressant. Il a déjà nettoyé Washington. Là, il parle de faire New York, Chicago. Là, il s'attaque à Portland, qui est quand même un bastion historique. Donc je pense que s'il s'attaque à Portland, ça veut dire qu'il ne craint pas que les autres cellules antifa dans d'autres États américains se réveillent. Donc je pense qu'il y a déjà un ménage qui a été fait en amont. Vous avez traduit cet ouvrage de Paul Furber, Stanislas Berton, Enquête passionnante, Q, la plus grande opération de réinformation de l'histoire, à vos éditions, Stanislas Berton, Le Temps retrouvé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Pierre.